Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon sur les bandes de Bollinger, notre indicateur fétiche. Alors on va commencer par définir l'indicateur, comprendre son mode de construction, et on va parler également des dérivés des bandes de Bollinger, donc qui utilisent l'écart type. Et puis ensuite, bien sûr, on parlera de son interprétation et de son utilisation, à savoir les cycles de la volatilité et les bulles et les rouleaux. On va commencer déjà par la première partie avec la définition de l'indicateur. Alors, les bandes de Bollinger, comment sont-elles construites? Alors, elles sont basées sur l'écart type. Et l'écart type, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la moyenne des écarts à la moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, d'abord, on va afficher une moyenne mobile. Donc là, on a le prix. Et ensuite, on va regarder les écarts qui existe entre cette moyenne et le prix. Donc là, par exemple, toutes ces flèches montrent la distance qui sépare le prix et la moyenne. Donc ce sont les écarts entre le prix et la moyenne. Et ensuite, on va tout simplement calculer la moyenne de tous ces écarts. Ce qui va nous donner l'écart type. Donc ça, c'est un écart type. Et donc, cette longueur représente la moyenne de tous les écarts à la moyenne qui ont été dessinés précédemment. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour tracer les bandes de Bollinger? On va ajouter deux écarts types à la moyenne mobile et soustraire deux écarts types à la moyenne mobile également pour obtenir une bande haute et une bande basse. Donc là, on a un écart type au-dessus, un écart type en dessous. Le deuxième écart type au-dessus, le deuxième écart type en dessous. Donc la position des bandes de Bollinger sera matérialisée par les deux traits rouges qui sont ici. Et à chaque nouveau prix, donc comme les moyennes mobiles qui glissent, on va refaire le calcul avec les nouveaux écarts types. Ce qui nous donne ça. Voilà à quoi ressemblent les bandes de Bollinger. Alors d'autres indicateurs utilisent l'écart type que l'on retrouve dans les bandes de Bollinger. Donc la lecture des bandes de Bollinger peut être facilitée par ces indicateurs. Ce sont des indicateurs complémentaires qui, comme sa méthode de calcul, sont basés sur les écarts types. Donc il y a le CCI, ou l'oscillateur de Bollinger, c'est exactement la même chose. Donc le CCI, c'est le Commodity Channel Index qu'on étudiera dans la leçon suivante. Enfin, dans une des leçons suivantes, je crois, dans deux leçons. L'écart type lui-même, c'est un indicateur, on va le regarder là. Ou alors le dérivé des bandes, c'est un autre indicateur également. Alors les deux premiers, comme on a dit, seront étudiés dans le chapitre sur les oscillateurs. Donc on va s'intéresser à l'indicateur écart type et à l'indicateur dérivé des bandes de Bollinger. Alors l'indicateur écart type, standard déviation en anglais, représente tout simplement l'écart type, c'est-à-dire qu'il représente la moyenne des écarts à la moyenne. Alors là on l'agrandit. Alors on remarque une première chose, c'est que l'indicateur fonctionne sous forme de cycle. Peut-être que vous vous souvenez, sur deux leçons précédentes, j'avais parlé d'une méthode de paramétrage logique qui était utilisée parce qu'on pouvait représenter en fait de manière chronique l'activité humaine. Mais j'utilisais cet indicateur, c'est pour ceux qui l'auront reconnu, l'écart type. Donc en fait l'écart type, qu'est-ce que c'est? On a dit que c'était la représentation du prix, enfin l'écart du prix par rapport à sa moyenne. Ça veut dire que quand l'écart type est bas, c'est que le prix évolue proche de sa moyenne mobile, de sa propre moyenne. Ça veut dire qu'en gros le prix ne bouge pas, parce que si quelque chose est très proche de sa propre moyenne, ça veut dire qu'il évolue dans sa moyenne, dans sa zone de confort, on pourrait dire ça. Par contre, quand le prix accélère, il va s'écarter de sa moyenne mobile et donc l'écart type va augmenter. Donc là, par exemple, dans les zones bleues, regardez, si j'ai encadré, alors j'en ai oublié peut-être une, j'ai encadré les zones dans lesquelles l'écart type est sur ses points les plus bas. Et que regardez ce que l'on remarque au niveau du prix, c'est les endroits où les bandes de Bollinger sont resserrées, sont étriquées autour du prix. Elles sont dans une sorte de constriction autour du prix. Et là également où le prix ne bouge presque pas. Le prix est atone, le prix est tout plat. A l'inverse, regardez ces zones qui sont les sommets de l'écart type. Vous remarquez que ce sont les zones où le prix a fortement accéléré et qu'il est en train de décélérer. Regardez que chaque zone où on est dans le sommet de l'écart type représente à chaque fois la fin d'un mouvement.
Donc déjà, on voit que cet indicateur nous permet de nous montrer l'atonie d'un mouvement et également, lorsqu'il est en train de se retourner, la fin du mouvement. Alors c'est assez logique, ça on va l'étudier dans la partie sur l'interprétation. Mais en gros là, on voit que justement quand le mouvement est sur sa fin, il se rapproche de sa moyenne forcément, puisqu'il arrête de s'éloigner de sa moyenne. C'est comme si vous étiez sur une autoroute et que vous vous amusiez, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi oui, mais je suis un petit gamin, à jouer avec la vitesse moyenne de votre voiture. Donc vous regardez la vitesse moyenne et vous constatez que par exemple en ce moment vous roulez à 130 alors que votre vitesse moyenne est à 90 par exemple depuis 2000 km que vous faites. Donc vous êtes loin de votre moyenne. Quand vous allez arriver près du péage, c'est-à-dire quand vous allez commencer à freiner, ralentir, enfin, à part si vous êtes complètement fou, votre vitesse va se rapprocher de cette vitesse moyenne à 90. Donc c'est parce que vous êtes en train de décélérer et que vous serez bientôt à l'arrêt. Les marchés sont pareils. Alors l'autre indicateur qui utilise l'écart type, c'est ce qu'on appelle le dérivé des bandes de Bollinger. Alors comme son nom l'indique, ou pas, la dérivée, qu'est-ce que c'est? En fait, ça représente les accélérations et les décélérations des bandes de Bollinger. Alors, on va l'afficher en plus grand. Donc pareil, quelques zones bleues. Alors que représentent les zones bleues? Alors regardez qu'après chaque mouvement important, donc à chaque fois que le prix s'écarte de sa bande de Bollinger, on remarque que l'indicateur donc fait des extrêmes. D'accord, il crée des espèces de zones vertes ou rouges, peu importe, ou oranges, qui sont assez importantes. Et les rectangles que j'ai identifiés, c'est à chaque fois les moments où l'indicateur va recroiser. En fait, l'indicateur est construit à partir de deux courbes, et c'est à partir du moment où l'indicateur recroise. En fait, c'est le moment où la volatilité commence à diminuer. C'est le moment où le prix commence à se rapprocher de sa moyenne. C'est le moment où le prix arrête d'accélérer. Et comme vous le remarquez, ça donne des indications quand même plutôt fiables sur la fin du mouvement, puisque c'est le moment où le prix est en train de décélérer. Donc ça, c'est un autre indicateur qui peut être utilisé en complément des bandes de Bollinger. Donc on en a un qui représente lorsque l'écart type est au plus bas, c'est-à-dire que le prix est en train de ne rien faire, et un autre indicateur qui montre l'accélération et la décélération de ce même écart type, c'est-à-dire l'accélération de l'accélération du prix, ou la décélération de l'accélération du prix. Faut suivre, attention. Alors deuxième partie, interprétation et utilisation, donc la partie qui va nous intéresser. Alors on va commencer par les cycles de la volatilité. Alors il faut comprendre que la volatilité, c'est un moteur à 4 temps. D'accord? Donc à l'image d'une batterie ou d'un moteur, à l'image d'une batterie, pardon, elle se charge et elle se décharge, et elle évolue donc comme un moteur à 4 temps selon 4 phases. Donc c'est un cycle à 4 phases. Alors quelles sont les phases de la volatilité? Première phase, donc on est tout en bas du cycle, c'est ce qu'on appelle la phase d'accumulation. Donc la phase d'accumulation, en fait, c'est là où justement l'écart type est donc au plus bas. D'accord, cette courbe représentait le cycle de l'écart type, de la volatilité. Donc en fait, dans l'attente d'une ouverture de marché, dans l'attente d'une nouvelle, dans l'attente d'une news qui doit donc sortir, ou tout simplement en absence de liquidité, le marché ne bouge pas. Donc en fait, on attend l'arrivée des investisseurs, on attend l'arrivée des spéculateurs, on attend l'ouverture d'un marché, on attend quelque chose. Et dans l'attente, il y a bien évidemment très peu de titres échangés. Donc le marché aura des pâquerettes. Alors la zone d'accumulation, c'est également l'endroit où commencent à rentrer ceux qui vont anticiper, justement ce qu'ils attendent. Donc c'est la partie où ceux qui vont anticiper la nouvelle, vont anticiper l'ouverture de marché, etc., etc. Et donc vont commencer à se positionner. Alors ensuite, il y a la phase numéro 2. La phase numéro 2, c'est la phase d'accélération. Donc dans la phase d'accélération, qu'est-ce qui se passe? On en avait déjà un peu parlé une fois, avec les feintes de corps. Donc une fois qu'on sort du range, en fait, il y a ceux qui ont correctement anticipé. Donc en gros, la news sort, le marché ouvre, peu importe. Donc ceux qui ont mal anticipé prennent leurs pertes. Donc comme on l'a vu, les pertes des uns alimentent le mouvement. D'accord, c'est un peu l'essence du mouvement. Et donc les pertes des uns vont faire encore plus accélérer le mouvement. Et puis après, il va y avoir les suiveurs qui vont rentrer une fois que la volatilité arrive et qui vont donc augmenter encore plus l'accélération du mouvement. Donc c'est la phase numéro 2. Donc les retardataires arrivent, nous en général, c'est là où on commence à rentrer. La phase numéro 3.
c'est la phase de décélération. Ce sont les premières prises de bénéfices. En gros, ceux qui ont commencé à anticiper la news, ceux qui ont commencé à anticiper l'ouverture de marché, bref, ceux qui ont anticipé, et ceux qui sont rentrés le plus tôt dans la phase numéro 2, donc pendant le début de l'accélération, commencent à prendre leurs premiers bénéfices de peur que le mouvement s'arrête. Donc ce qui va provoquer, comme on l'avait vu dans la manière dont évolue l'offre et la demande, ce qui va provoquer la prise de bénéfices donc pour les achats, une pression vendeuse importante, et donc ça va commencer à faire se décélérer le mouvement. Ajoutez à ça sans doute des vendeurs qui commencent à rentrer pensant que le marché va se retourner, et donc on a un marché qui commence à ralentir, et donc la volatilité qui commence à baisser. C'est la phase numéro 3, donc la pression diminue. Et ensuite, on a la dernière phase, la phase numéro 4, c'est la phase d'inversion. Ce sont les prises de bénéfices qui ont continué et qui ont épuisé le mouvement. Donc le mouvement est en train de s'arrêter, ou alors il est en train de s'inverser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se préparer à une nouvelle phase numéro 1. Alors, il ne dessine pas ma nouvelle phase numéro 1, bon, tant pis. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la volatilité évolue en 4 phases. Accumulation, accélération, décélération, inversion. Donc en gros, pendant toute la phase numéro 3, 4 et 1, le marché se charge en volatilité. Et pendant la phase 2, il explose sa volatilité. Donc ça veut dire que plus la phase 3, 4, 1 dure longtemps ou sont extrêmes, et plus la phase 2 sera bien sûr puissante. Alors voici un mouvement. Donc dans ce mouvement, je vais faire jouer une petite animation qui va représenter à nouveau les différentes phases. Alors là, le cycle est au plus bas. La volatilité est au plus bas, on est dans la phase 1 d'accumulation. Là, on est dans l'accélération, phase 2. Première prise de bénéfice et décélération, phase 3. Phase 4, le mouvement ralentit énormément et à nouveau dans une phase numéro 1. Alors j'ai peut-être été un peu rapide, j'aurais dû la faire jouer beaucoup moins vite. Donc en gros, phase numéro 1, le marché n'a pas de direction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plus ou moins la courbe de régression, la ligne de régression linéaire. En gros, là, on voit que le marché est tâtonne, qu'il ne bouge pas. Donc la volatilité est au plus bas et on est dans la phase d'accumulation. On accumule les ordres, on accumule la nervosité. On est en pleine charge. Phase numéro 2. Là, on est en pleine accélération. On se décharge et ceux qui ont mal anticipé prennent leurs pertes, ce qui accumule et qui aggrave encore plus l'accélération du mouvement. Phase numéro 3. On voit que le marché commence à affaiblir. Il fait un premier top, un premier sommet. Ce sont les premières prises de bénéfices qui commencent à assécher la hausse. Quatrième phase. Les prises de bénéfices continuent. Regardez, le mouvement est de plus en plus petit et les hausses sont de moins en moins grandes. Donc là, en fait, ce sont les prises de bénéfices qui terminent de tuer le mouvement. Et une fois la phase 4 achevée, on repart dans une phase numéro 1. Alors là, j'ai montré un mouvement où il y a uniquement 2 sommets dans la tendance, mais bien évidemment, la phase numéro 2 et là, peut durer beaucoup plus longtemps, mais la phase numéro 3 peut contenir beaucoup plus de sommets. Là, on va voir après d'autres exemples. Là, c'est juste que, dans l'exemple que j'ai retenu, la phase numéro 3, il y a un sommet et une prise de bénéfice, et ensuite on passe directement dans la phase numéro 4. Pourquoi? Parce que les prises de bénéfice ensuite annulent complètement la volatilité du mouvement. Mais il se peut que la phase numéro 3 dure très longtemps. C'est ce qu'on va voir un peu dans la suite. Mais retenez bien cette notion de cycle. Donc, les phases du cycle se repèrent relativement facilement grâce aux bandes de Bollinger. La phase numéro 1, les bandes, elles sont resserrées autour du prix. Elles sont parallèles et l'écart type est au plus bas. On est en bas du cycle. La phase numéro 2, les bandes de Bollinger s'écartent l'une de l'autre. Elles sont divergentes. L'écart type accélère, rentre dans une sorte de tendance. On pourrait parler de tendance sur l'écart type. Et le dérivé des bandes de Bollinger s'affole. Phase numéro 3. La bande opposée se retourne. Alors la bande opposée au mouvement. C'est-à-dire si c'est un mouvement haussier, la bande basse se retourne. Si c'est un mouvement baissier, la bande haute se retourne et elles deviennent à nouveau parallèles. Elles forment une sorte de canal. Le dérivé, donc sur l'écart type, on commence à faire un sommet. Et sur les dérivés des bandes de Bollinger, on commence également à se retourner et à pointer l'une vers l'autre. Et la phase numéro 4, les bandes de Bollinger se resserrent et elles sont convergentes. Illustration, phase numéro 1, les bandes de Bollinger sont plus ou moins parallèles. Phase numéro 2, les bandes de Bollinger divergent, elles s'écartent l'une de l'autre.
Phase numéro 3, les bandes vont dans le même sens et sont parallèles. Et phase numéro 4, les bandes convergent l'une vers l'autre. Donc ça, c'est la théorie. Alors, désolé, prêtons plus d'attention à la phase numéro 1. Pourquoi est-ce que les bandes sont resserrées autour du prix et pourquoi est-ce que les bandes sont parallèles? Alors voici un mouvement en gris du prix qui donc est atone, hein, il ne marque pas de plus haut, pas de plus bas. Et donc voici sa moyenne. Donc on remarque que quand le prix ne bouge pas, sa moyenne est donc plus ou moins stable. D'ailleurs, la moyenne d'un prix qui ne bouge pas, en toute logique, elle devrait être plus ou moins au milieu du prix. C'est à peu près ça. Alors maintenant, on va donc calculer l'écart entre la moyenne et le prix. Donc les écarts sont surlignés, soulignés ici, représentés par le petit dessin violet. On remarque qu'ils sont tous ou moins de la même taille. Donc ça veut dire que l'écart type, ici, va être plus ou moins égal à cela. Et en plus, il va être au plus bas. Donc les bandes de Bollinger vont ressembler à ça. Pourquoi? Parce qu'on va faire la moyenne mobile, qui ne bouge pas, plus 2 écarts types et moins 2 écarts types. Et comme l'écart type est stable, ben quand on ajoute quelque chose qui ne bouge pas, qui est stable comme la moyenne, à quelque chose qui ne bouge pas, qui est stable comme l'écart type, ben on obtient quoi? On obtient ça. Alors c'est tout le temps confondu avec le support et la résistance du range. C'est pour ça que beaucoup, et à tort, pensent que les bandes de Bollinger sont un indicateur de support-résistance. En fait non, c'est que dans le cas d'un range, dans le cas d'un marché qui est neutre, le prix les bandes de Bollinger vont se confondre en fait avec les vrais supports et résistances qui donnent l'illusion que les bandes de Bollinger agissent en tant que support et résistance. Alors une propriété mathématique des écarts types a conduit à quelques petites dérives également. La propriété mathématique des écarts types dit que les données qui sont comprises entre plus 1 et moins 1 écart type représentent 66% des données. Les données qui sont comprises entre plus 2 et moins 2 écart type, soit le cas présent ici, représentent 95% des données. Donc, ils pensent, les gens, que lorsque le prix est en dehors des bandes de Bollinger, donc ça veut dire que le prix fait partie des 5% en dehors des bandes de Bollinger, il doit forcément réintégrer les bandes et donc faire un mouvement inverse. Rien n'est plus faux. En fait, c'est vrai dans une tendance qui est neutre, comme un range, comme une phase numéro 1, qui peut être soit très compressée, très comprimée, hein, d'ailleurs on pourra faire le parallèle avec le chartisme, soit beaucoup plus étendue. Et la même chose que je vous avais dit pour le chartisme, quand votre phase 1 elle est très resserrée, donc quand la compression est énorme, le trade qui va suivre va sans doute être énorme. Quand la compression, la phase 1 est beaucoup trop large, en général quand le mouvement va sortir, ça va faire un mouvement très moche, parce que la plupart du moment c'est déjà réalisé à l'intérieur du range. Donc ne pensez pas que les bandes de Bollinger servent de support à résistance, non. C'est juste que compte tenu de la distribution du prix, compte tenu du calcul mathématique des bandes de Bollinger qui contiennent 95% des données à l'intérieur des deux bandes, et que dans un range, forcément 95% des données sont à l'intérieur du range, alors ça donne l'illusion de jouer le rôle de support et de résistance. Voilà pourquoi les bandes dans une phase 1 sont resserrées autour du prix, et pourquoi elles sont plus ou moins parallèles. Alors quelques illustrations, donc là on a une phase numéro 1, donc on voit bien que c'est beaucoup moins net quand même que dans la théorie, mais là on a bien les bandes de Bollinger qui sont plus ou moins parallèles et qui se resserrent autour d'un prix qui ne bouge pas. On voit la moyenne d'ailleurs qui est plus ou moins plane. Autre exemple ici, on en a deux, une à gauche et une à droite. Alors on voit que ça demande un peu de travail quand même pour les repérer facilement. Alors celle-là, c'est une phase numéro 1 mais qui est beaucoup plus moche. Il n'y a pas la vraie compression, il n'y a pas la compression de la volatilité. Et là, on voit que les mouvements sont beaucoup plus compliqués. Donc essayez de filtrer également et de vous concentrer que sur les belles grosses compressions. Ici pareil, bon là c'est plutôt net quand même, bande de Bollinger assez plate. Autre exemple, alors ici on n'a pas le temps de faire une phase 1, on comprime autour du prix, puis boum, le prix réaccélère rapidement à la hausse. Et puis ensuite on fait une autre petite phase 1 à droite et on casse à la baisse. Ici pareil, à droite du graphique, une phase 1 qui vient d'être cassée à la baisse. Donc on voit que là la phase 1 était un peu plus compliquée à remarquer. Alors vous inquiétez pas, après je vais vous expliquer une technique pour les repérer facilement. Ici, phase numéro 1, compression de la volatilité. La moyenne mobile est plane. Celle-ci aussi. Bref, les exemples ne manquent pas. Alors la phase numéro 2. La phase numéro 2, c'est lorsque les bandes s'écartent l'une de l'autre. Donc en fait, on quitte
la phase numéro 1. Alors dans la phase numéro 1, la moyenne mobile était plane. Et tout d'un coup, le prix accélère. Sauf que avant que la moyenne mobile n'ait le temps de rattraper le prix va avoir le temps de s'écarter énormément de sa moyenne. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile, elle est calculée par exemple ici sur 20 périodes, qui est traditionnellement le paramétrage que l'on choisit pour les bandes de Bollinger. Ce qui veut dire que quand le prix va commencer à sortir de son range, la moyenne mobile, elle va calculer 19 bougies dans le range et une bougie à l'extérieur. Donc elle ne va pas beaucoup bouger, parce que 19, il y aura un poids de 19 dans le range et un seul à l'extérieur. Et en fait, la moyenne mobile va commencer à bouger quand? À partir du moment où il y aura 5, 6, 8, 10 bougies en dehors du range. Et donc là, oui, là, la moyenne va commencer à fléchir vers le haut. Donc pareil, on calcule l'écart entre le prix et sa moyenne mobile. On voit que quand le prix s'envole, la moyenne, donc comme j'ai dit, met du temps à partir à cause de son calcul lent. Et donc ça fait s'écarter l'écart type. Et donc quand on ajoute à l'écart type, un écart type qui augmente de plus en plus, à une moyenne qui stagne au début puis continue à augmenter ensuite, on obtient la phase numéro 2, donc des bandes qui vont ressembler à ça. Alors on remarque que la bande qui est celle du mouvement accélère beaucoup plus que la bande opposée au mouvement. C'est logique puisque la moyenne mobile est en train de monter. Donc quand vous ajoutez quelque chose qui est en train de monter à une grande valeur et que vous soustrayez quelque chose qui est en train, enfin une autre grande valeur à quelque chose qui est en train de monter, ben forcément on obtiendra une plus grande hausse sur la bande de Bollinger supérieure plutôt par rapport à la baisse de la bande de Bollinger inférieure. Donc c'est pour ça que la bande de Bollinger inférieure accélère beaucoup moins fort que la bande de Bollinger supérieure, c'est juste tout à fait logique. Alors contrairement à la phase numéro 1, la phase numéro 2 elle est extrêmement facile à repérer. Donc là on sort du range bien sûr. Donc la phase 2 oui c'est caractérisé par forcément la sortie du range. Donc quelques illustrations. Voilà. Là, on a une double phase 2. Donc là, c'est les fameux fade out. D'abord, on a une fausse sortie à la baisse. Et puis, boum, on se fait avoir par les acheteurs qui attendaient plus bas. Phase numéro 2 à la hausse. Phase numéro 2 haussière. Phase numéro 2 baissière. Phase numéro 2 baissière. On voit que les mouvements sont violents après une phase 1. C'est tout le temps comme ça, enfin quasiment tout le temps comme ça. C'est pour ça que c'est le truc à retenir vraiment sur les indicateurs d'analyse technique, c'est la fin d'une compression, c'est toujours énorme. Autre exemple ici, à la baisse. À la hausse. Autre énorme exemple ici à la hausse, pareil. On a une fausse sortie d'abord en bas et ensuite à la hausse. Alors bon là, j'ai pas tout le graphique, mais c'est un graphique qui était dans une tendance haussière. Juste avant une news, donc en général, quand il y a avant une news, un mouvement qui est en train de se créer et que la tendance elle est quand même haussière, bon ben, souvent on a ce genre de cas après. Donc ça c'est plus ou moins facile à rattraper et à trader. Bon, les exemples sont légion. Donc ça c'est la phase numéro 2. La phase numéro 3, les bandes sont opposées, elles se retournent. La bande opposée, je sais pas pourquoi j'ai mis des S, se retournent et les bandes sont parallèles. Alors qu'est-ce que l'on a? Donc c'est la première prise de bénéfice. Donc la prise de bénéfice, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ben là on le voit. On voit qu'en fait l'écart entre le prix et la moyenne diminue. Alors que dans la phase numéro 2, l'écart entre le prix et la moyenne accéléré, ici, pour la première fois, la moyenne, entre guillemets, est en train de rattraper le prix. Donc, on a une moyenne mobile qui continue, elle, de monter, parce qu'elle prend en considération maintenant quasiment toute la hausse, donc elle accélère, elle accélère, elle accélère. Et on a un prix qui décélère. Donc, on a forcément et inexorablement la moyenne mobile qui ne prend pas encore en considération la baisse du prix, et un prix qui descend, donc ça va faire se rapprocher le prix et sa moyenne. Donc l'écart type va commencer à baisser et donc forcément ça va se matérialiser vers la bande sur la bande qui accélérait le moins. Et la bande qui accélère le moins, c'est la bande qui est opposée au mouvement. Donc dans un mouvement haussier, on le voit que la bande de Bollinger baissière, donc la baisse, passe d'un mouvement baissier à un mouvement haussier. Elle était orientée à la baisse, la bande de Bollinger inférieure, et là elle s'oriente maintenant à la hausse. Donc ça c'est une phase numéro 3. Et ensuite le mouvement va continuer ou s'arrêter, peu importe, mais les bandes de Bollinger vont être parallèles. Donc là, on voit des exemples de phase numéro 3. Vous voyez tout en bas, la bande de Bollinger passe du rouge, de orange au vert. Ici, pareil, du orange au vert. Là, du orange du vert au orange, puisque là, on est dans un mouvement baissier. Donc là, il faut regarder la bande supérieure.
Alors on remarque sur les deux derniers exemples qu'on est passé d'abord du vert au orange, et puis ensuite on est repassé au vert et ensuite à nouveau au orange. À partir du moment où les bandes de Bollinger passent du vert au orange, c'est fini. On est dans la phase 3, peu importe ce que feront ensuite les bandes de Bollinger. D'accord? Là pareil, on a une phase 3 qui commence assez tôt. Ensuite on repasse, les bandes de Bollinger repassent au vert en haut, puis repassent au orange. Non, à partir du moment où on a fait la première phase 3, on y reste, peu importe ce que font les bandes de Bollinger. Autre exemple ici. Et enfin, dernier exemple de phase 3. La phase numéro 4. Les bandes, elles se resserrent entre elles et maintenant elles sont convergentes. Alors qu'est-ce qui se passe? Même chose, la volatilité diminue de plus en plus. Pourquoi? Parce que le prix accélère de moins en moins et la moyenne, là, elle est carrément en train de toucher le prix et le prix va maintenant se confondre avec la moyenne. Donc les écarts vont être de plus en plus petits et ce qui va se passer, c'est que les bandes de Bollinger vont se retourner. Donc là, cette fois-ci, la phase numéro 4, elle est matérialisée par la bande du mouvement, donc c'est-à-dire la bande supérieure dans un mouvement haussier, qui se retourne, donc qui passe d'un mouvement haussier à un mouvement baissier. Donc là, regardez, on avait un mouvement baissier, donc regardez la bande en bas, elle passe du orange au vert, phase numéro 4. Ici, pareil, du orange au vert, phase numéro 4. Ici, elle passe du vert au orange, phase numéro 4, à la hausse. Donc là, on voit que, regardez, le prix ne bouge plus, c'est ça qui provoque la phase numéro 4. Et regardez aussi la position du prix par rapport à la moyenne. Là, encore une fois, les mouvements sont de plus en plus petits, regardez, les bougies sont vraiment microscopiques, boum, phase numéro 4, fin du mouvement. Phase numéro 4, ici, pourquoi? Pas parce qu'il y a une grosse baisse de volatilité, mais plutôt, regardez, le prix se rapproche de sa moyenne mobile. Donc en gros, de grosses corrections, donc de grosses prises de bénéfices, donc fin du mouvement. Phase numéro 4. Phase numéro 4. Toujours pareil, du vert au orange. Et on voit la taille des bougies qui est plus vraiment petite et le prix qui se rapproche de sa moyenne mobile. Bref, on a plein d'exemples comme ça. Bon, à chaque fois, c'est toujours les mêmes. Donc maintenant, voyons un peu comment est-ce qu'on pourrait voir facilement ces phases. Alors, ce qui nous intéresse le plus d'abord, c'est de commencer par apprendre la phase numéro 1. Alors, pour apprendre à détecter la phase numéro 1, c'est simple, il faut d'abord s'intéresser à la phase 4, c'est le plus facile. Alors, comment on fait pour s'intéresser à la phase 4? Il faut d'abord qu'on ait un mouvement. Donc, on va agrandir les graphiques là. Et une fois qu'on a le mouvement qui est parti, c'est à partir de ce mouvement qu'on va commencer à faire notre analyse. Donc, en fait, il faut regarder un peu dans le passé à chaque fois, regarder ce qui se passe à gauche du graphique. Moi, je vous conseille, pour avoir quand même une bonne idée de ce qui se passe réellement sur le marché, de regarder au moins les 2-3 derniers mouvements de votre unité de temps et des unités de temps que vous regardez. Ça donne quand même un petit historique rapide à court terme et c'est toujours très utile et au moins on sait exactement ce que l'on fait. De grossières erreurs sont commises tous les jours par nos élèves ou par des traders parce qu'ils ne regardent pas trop à gauche du graphique. Alors prenons le premier cas. Donc ici on a un mouvement baissier. Donc on va commencer par s'intéresser à la phase numéro 4. Donc la phase numéro 4, c'est le moment où la bande de Bollinger baissière, donc inférieure ici, passe du orange au vert. C'est ici en bas. À partir de ce moment-là, on est dans la phase numéro 4, jusqu'à ce qu'on rentre dans la phase numéro 1. La question c'est comment détecter la phase numéro 1 et comment savoir que la phase numéro 1 est terminée. Alors le premier réflexe, c'est quand on a une phase numéro 4, on regarde où est, donc une fois qu'on la détecte, on regarde où est le dernier plus bas avant. Il est ici. Et où est le dernier plus haut? Il est ici. Alors des fois, les plus bas et les plus hauts sont très éloignés, donc il faut en trouver d'autres qui sont plus proches. Donc ça, je vous laisserai vous débrouiller là-dessus. Donc on trace et donc on a une tendance neutre, un range. Donc là, imaginez que la partie qui est bleutée, pour l'instant, n'existe pas. On ne la connaît pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va attendre et au fur et à mesure que les bougies vont se créer, on va regarder ce qui se passe au niveau des bandes de Bollinger et du prix. Si le prix ne dépasse ni à la hausse la ligne rouge, ni à la baisse la ligne verte, c'est que la phase numéro 4 va obligatoirement se transformer en phase numéro 1. C'est une obligation mathématique. C'est-à-dire que si le prix ne va ni au-dessus du rouge, ni en dessous du vert, donc il ne fait pas de nouveau mouvement, alors il va donc forcément stagner. Et donc à un moment donné, il va se rapprocher de sa moyenne mobile et passer dans une phase numéro 1, qui est ici. Alors maintenant qu'on a repéré que le mouvement reste entre ces bandes, on va regarder ce que font les bandes de Bollinger. Donc les bandes de Bollinger vont se rapprocher de plus en plus du prix. Et à partir du moment où les bandes de Bollinger entourent plus ou moins le prix, on va descendre notre support et on va monter
descendre notre résistance, pardon, ici, et monter notre support ici. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On regarde par rapport aux bandes de Bollinger et on regarde les bandes de Bollinger correspondent plus ou moins à quel niveau de plus haut et de plus bas. Et donc là, on a le support et la résistance pour attendre la fin de notre phase numéro 1. Et après, la phase numéro 2 sera très simple à trouver puisque ce sera la bougie qui va clôturer en dehors de ce range avec obligatoirement la bande de Bollinger qui s'écarte. Autre exemple. Donc ici, on avait un petit mouvement baissier qui était relativement faible et la bande de Bollinger passe du orange au vert. On repère le plus haut et le dernier plus bas. On trace et on attend que un des deux niveaux soit enfoncé. Finalement, le marché va encore un peu végéter, va un peu descendre et quand bien même la bande de Bollinger repasse après à l'orange, c'est pas grave. Pour nous, la phase numéro 4 est enclenchée. Et on va voir que les bandes de Bollinger vont ensuite se resserrer autour du prix, dans cette zone-là, la zone bleue. Donc pareil, alors le rouge, on n'a pas besoin de le bouger, par contre le vert, hop, on va le monter ici, et donc ça, ce sera notre phase numéro 1. Et tant que les bandes de Bollinger ne se resserrent pas à nouveau, on maintiendra ces deux niveaux de support et de résistance. Ensuite, la phase 2 commence quand la grosse bougie noire casse à la baisse la ligne verte et que les bandes de Bollinger s'écartent l'une de l'autre. La phase numéro 3 est facilement repérable là-haut, et la phase numéro 4, ici, en bas, et on recommence la même chose. On regarde le plus bas, le plus haut, on trace les deux niveaux. Ensuite, on regarde où les bandes de Bollinger commencent à entourer le prix, et on ajuste nos niveaux de support et de résistance. Et on a ensuite une nouvelle phase numéro 2 qui commence, suivie d'une phase 3, etc. etc. C'est pas si compliqué que ça. Ça demande de la pratique. Alors pour vous entraîner, moi je vous recommanderais de le faire sur un graphique en M5 ou sur un graphique en M3 et de vous entraîner en temps réel plusieurs jours en essayant de prendre les trades à chaque fois que vous avez une entrée en phase 2. Donc vous essayez de repérer les phases 1, ensuite vous prenez le trade au départ en phase 2 en M5 par exemple, faites-le sur l'Orient, ça fonctionne plutôt bien, en plus c'est encourageant parce que vous aurez souvent de bons résultats en faisant ça sur l'Orient. C'est une bonne approche pour commencer le trading, très bonne approche même. Et puis ensuite vous allez voir quand il y a une phase 3, une phase 4 et quand il y a une phase 3, phase 4, vous sortirez de votre position par exemple. C'est quelque chose de ludique pour apprendre en temps réel à les repérer et vous allez voir qu'en 2-3 jours vous deviendrez un cador. Promis. Alors, deuxième possibilité d'utilisation d'interprétation, les bulles et les rouleaux. Alors, j'ai pas parlé effectivement de la manière dont on doit analyser les bandes de Bollinger parce qu'en fait, il y a une autre leçon qui viendra plus tard qui s'appelle Améliorer votre trading avec les bandes de Bollinger où là, on vous expliquera comment trader et comment utiliser les bandes de Bollinger dans l'analyse et dans le trading. Mais en gros, ce qu'il faut retenir des 4 phases, c'est que la phase numéro 1, c'est la compression, c'est l'attente. Donc comme je l'ai dit, quand vous avez une compression sur une unité de temps, ne tradez pas les unités de temps en dessous. Attendez que ça sorte. Et là, la phase numéro 1, la fin d'une phase 1, l'entrée en phase 2, ça peut être un setup de trading. C'est comme le chartisme, c'est la sortie d'une compression. Quand on arrive sur une phase 3 ou une phase 4, c'est sans doute la fin du mouvement, et donc il faudrait sortir de votre trade. Et justement, il y a 2 types de mouvements. Les mouvements peuvent être soit explosifs, soit linéaires. Un mouvement explosif, c'est un éclatement soudain de la volatilité, sans aucun retracement du mouvement, et qui s'arrête brutalement. En fait, donc du coup, il n'y a qu'un seul retracement. Un mouvement linéaire, au contraire, il peut démarrer comme un mouvement explosif au début, mais il va se poursuivre. Alors exemple, là on a les 2 types de mouvements. Donc à gauche, vous avez une phase numéro 1 au début, et puis on a un petit mouvement d'abord qui part à la baisse, et ensuite le contre-mouvement haussier. Donc là le mouvement est explosif parce que regardez, le mouvement haussier ne s'arrête jamais, il ne fait pas de pause. La phase numéro 3, ici, est repérée quand la bande de Bollinger inférieure passe de l'orange au vert. Quand on repère la phase numéro 3, le réflexe, c'est de tracer la résistance qui correspond au plus haut avant la phase 3. Donc là, c'est ma ligne rouge. Si cette ligne rouge n'est pas franchie à la hausse dans les 5 à 10 bougies suivantes, alors le prix va s'enfermer dans une phase numéro 4 et le prix s'arrêtera. Enfin, s'arrêtera. Il y a de grandes chances et de grandes probabilités de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu une grosse accélération, suivie d'une décélération. Si le marché ne reprend pas après cette décélération, c'est-à-dire après cette prise de bénéfice, ça veut dire qu'il va être dans une léthargie, qu'il va faire une pause. Donc ça, c'est un mouvement explosif. Un mouvement linéaire, c'est l'inverse.
le prix va partir. Donc on va regarder une fois la phase numéro 3. Alors là, voilà, la phase 3 est très rapide, mais elle aurait pu arriver plus tard. On trace pareil le niveau de support. Mais là, on remarque que le niveau de support est cassé et que le mouvement va continuer à la baisse. Donc là, on est dans un mouvement linéaire. C'est ce qu'on appelle le rouleau. Donc le premier cas, c'est la bulle. Voilà pourquoi ça ressemble à vraiment une bulle. D'accord. Et le deuxième cas, ça ressemble plus à un rouleau. Alors, quelle est la différence entre la bulle et le rouleau? Quand vous rentrez dans un mouvement haussier ou baissier, peu importe, et que vous voyez que ça devient une bulle, alors une bulle, en souvent, comment est-ce qu'on peut la repérer? Le mouvement ne retrace donc pas, et les bandes de Bollinger s'écartent de manière extrêmement violente, et tout d'un coup, c'est assez brutal, le mouvement s'arrête. Donc si la hausse a été très violente et tout d'un coup ça s'arrête, que les bandes sont très écartées, vous avez énormément de probabilité que ce soit une bulle, et donc il faut sortir de votre trade à la phase numéro 3. Si vous voyez que le mouvement n'est pas trop folichon et qu'en plus il casse à la baisse ou à la hausse le niveau de support-résistance qui a été marqué par la phase numéro 3, c'est que c'est un rouleau. Et dans ce cas-là, il faut rester dans le trade et il faut en sortir à la phase 4. Mais ça, on en reparlera dans la leçon sur améliorer votre trading avec les bandes de Bollinger. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de DMT, c'est l'indicateur fétiche qu'on utilise. Notre technique de trading, et d'analyse d'ailleurs, elle repose uniquement sur cet indicateur. Les bandes, elles nous servent à découper les mouvements, à quantifier la volatilité et à la qualifier d'ailleurs, à délimiter nos zones de trading, c'est-à-dire où est-ce qu'on va trader, comment, etc. Elles nous servent également à rentrer et à sortir de position. C'est vraiment l'indicateur fourre-tout parce qu'il est basé sur l'écart type, donc c'est quelque chose qui est statistique, quelque chose qui est cohérent, et non pas autre chose. Donc c'est vraiment notre indicateur fétiche et je vous recommande vivement de vous intéresser à cet indicateur. Alors le prochain cours portera sur un indicateur de momentum, le MACD. MACD pour les intimes.